Notre prochain invité est né en 1942 à Fond-des-Basses pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'administration de l'amiral Robert, période qui n'a pas eu vraiment d'impact négatif sur sa vie car son père était propriétaire d'un grand terrain où étaient cultivés des fruits et légumes. Après ses premières classes à l'école du Pérou, qui était en bois à l'époque, il poursuit sa scolarité à l'école du Bourg, l'école des garçons. Élève modèle, appliqué et motivé, il a vite compris que l'instruction était importante pour son avenir et passe ses brevets, ses diplômes sans trop d'encombre. Il se prépare au concours d'enseignement et le maire de l'époque, M. Roger Bonaro, lui propose d'enseigner dans une petite école au Mont-Gommier. Il est donc enseignant à 19 ans dans une classe de CE1, CE2 pendant 5 mois. Après son service militaire, il revient dans l'enseignement comme remplaçant jusqu'en 1963. De retour dans son quartier, il dispense des cours dans la nouvelle école du Pérou, construite alors entre 1956 et 1957. Il fait l'école normale de Quarrivaille et obtient alors son brevet supérieur de capacité. Entre 72 et 79, soif de découverte, il part en Guyane, où il reste 6 ans, 6 années entrecoupées par une année en Guadeloupe, où il se forme pour devenir instituteur spécialisé à l'école normale de Pointe-à-Pitre. En 1979, il revient alors en Martinique, dans son quartier d'origine, où il y habite jusqu'à présent. Il enseigne alors au collège du Marin, au Vauclin, à Rivière-Pilote et à Rivière-Salée. Au début des années 80, il est conseiller municipal sous la mandature de Rodolphe Désiré. En 1997, il part à la retraite à l'âge de 55 ans. Passionné d'histoire, Léandre Litanfa s'intéresse très vite à l'histoire de son île, mais également à l'histoire d'une manière générale des États-Unis, de la Caraïbe. C'est un homme d'une grande culture générale qui possède de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'humanité. Il fut correspondant du Naïf et d'Antilla. Un mot d'ailleurs sur le décès de Camille Chauvet, une pensée, pendant de nombreuses années et ce, de manière bénévole. Il est également passionné de généalogie. Il fait des recherches sur sa famille et apprend que ses ancêtres sont originaires principalement d'Afrique, d'Europe, de Chine et d'Inde. C'est un homme qui aime les voyages et la nature. Il s'attache à connaître les fruits, les fleurs de son île, la faune, la flore, en particulier les fruits les plus rares. Aujourd'hui, à 80 ans, il continue à œuvrer pour sa ville en tant que membre du conseil de proximité du secteur Pérou, Robin, Fond-des-Basses, Marcel. Je vous demande d'accueillir Monsieur Léandre Litanfa. Je dis bonsoir à tout le monde. Aux élus actuels, aux anciens élus, je vois un là, Hector Bonner. Monsieur le maire, je vous salue, monsieur le préfet, je salue tout le monde. Merci, je dois dire aussi avant de commencer, merci à l'invitation qu'on m'a faite de venir ici parler d'un certain témoignage. Bon, eh bien, je suis prêt. Voilà. Et qui encore, ouais, j'ai des amis autour de moi, eh bien voilà, ils me connaissent. Voilà. Effectivement, je suis marinois. C'est-à-dire que je suis, comme Valérie Bernardine l'a déjà fait remarquer, je suis né en 1942, en pleine guerre mondiale. Au milieu de la guerre, c'était le gouvernement de Vichy, avec l'amiral Robert. Et voilà, j'ai grandi et à l'âge de 5 ans, je me suis trouvé à l'école
une petite école du Pérou avec mademoiselle Alice Beltan. Ouais, elle habitait derrière là. Et après un an, je me suis trouvé au Marin à l'école de garçons sur la plage Joffre. Et j'ai fait toutes mes classes élémentaires là. J'ai suivi aussi le cours complémentaire, j'ai été au cours complémentaire. Et enfin, j'ai pu obtenir mon certificat d'études à l'âge de 14 ans, comme à l'époque c'était ça avec M. Charles Nicolas. J'ai ensuite obtenu mes diplômes brevet BEPC, brevet d'études pour l'enseignement primaire. Et M. Bonao m'appelle. Et je suis allé, donc il m'a envoyé avec M. Lozon. Il n'y avait pas d'inspection, il y avait juste l'inspection académique. Hein. Il n'y avait pas d'académie en Martinique. Juste M. Lozon qui m'envoie et j'accepte d'aller au Montgomier. J'ai enseigné pendant 5 mois. Ensuite, le service militaire, c'était du temps d'Algérie. Je ne voulais pas non plus aller tuer des Algériens ou me faire tuer par les Algériens. Je me suis arrangé pour rester au pays. Après, avec Honoré Serge, bon, le pauvre Honoré, il n'est plus là, ouais, feu Honoré Serge, il me conseille de continuer dans l'enseignement. Eh bien, de là, j'ai pu pas faire, j'ai fait un peu d'école normale, j'ai pu passer mes brevets supérieurs de capacité, ensuite le CAP pour le primaire, ensuite instituteur spécialisé et PEGC par la suite. J'ai passé mon PEGC et Hector Bonner connaît bien ma situation. Il me connaît puisqu'on a travaillé ensemble à certains moments et il m'a toujours supporté. Il me donnait la main en quelque sorte. Oui, alors de là, je suis parti à la retraite à l'âge de 55 ans. Le compte était bon, j'étais au 11e échelon. Le compte était bon. Il m'a vu partir, hein, il m'a dit, mais Léon, qu'est-ce que tu fais là? Reste pas avec moi. Il dit, non, Hector, je pars parce que j'en ai assez. Et puis, jusqu'à maintenant, ça a fait 25 ans de retraite, merci bon Dieu. Et j'ai été conseiller municipal avec Rodolphe Désiré de 83 à 92. Et puis ensuite, je suis parti. Mais si vous voulez, tu me parles, bon, je peux arrêter un peu là-dessus, puisque tu m'as parlé de l'usine du Marin. Alors, l'usine du Marin, à l'époque, qui se trouvait là-bas, à peine 1 kilomètre d'ici, était l'une des usines les plus importantes. Elle était la plus importante de la Martinique, parce qu'elle broyait toutes les cannes de Grand Fond pour transformer en sucre, les cannes de Rivière-Pilote de la Fouquinville, les cannes d'ici Petit Versailles et même à la pointe de Sainte-Anne. Alors pour cela, il y avait des camions pour transporter la canne. Et je crois que Raymond Marie a dû faire un petit transport. Et puis après, il y avait des ferryboats. Sortant de Rivière-Pilote, et ferryboats dont les noms, il y avait qui portaient une trentaine de wagons. Les noms étaient Verdun pour les vedettes, hein, Verdun, Hawk et Charleston. Ils transportaient de la canne et qui conduisait les vedettes, c'était M. Villouance, M. Manuel, il est décédé, tout ce monde est décédé, et puis un autre que dans le bouc dont j'ai oublié le nom. Alors, ils transportaient, ils traversaient, et à l'époque, quand je les voyais passer, j'étais en classe chez M. Maran, Jean Maran, au coup moins 1. Jean Maran, et chaque fois que les pétrolettes passaient, on les comptait. On savait que c'était telle pétrolette. On les comptait et on savait combien de voyages elles avaient fait dans la journée. Alors, et puis on mangeait beaucoup de canne aussi à l'époque. Hein. Bon, pour Grand Fond, il y avait chez le Béquet de Gentil, parce que Grand Fond est une très grande propriété. Alors, de Gentil avait des wagons. Alors, il y avait les cabourouets, hein, dans les mondes pour transporter la canne. Les cabourouets avec des bœufs, des mulettes. Alors, pour transporter la canne au fond, dans le bassin.
Et à partir de là, on les embarquait on embarquait la canne dans des wagons et il y avait des locomotives à gasoil pour les transporter de chez de Grand Fond en passant par la digue derrière là-bas là et puis pour arriver au marin devant l'usine. Et l'usine broyait beaucoup de cannes. Ah ouais, très important. Monsieur Kabi vous a expliqué ce qu'il a fait quand il était là. Eh bien, je vous assure qu'il n'y a pas eu que lui. Il y avait les habitants du Mont-Gobier, les habitants du Pérou, les habitants du Cap, les habitants de la Dupré, et même de Montgérald, Montgérald, qui travaillait là, M. Kabi, son frère, etc. Et le marin a produit beaucoup de canne, beaucoup de sucre. Et puis, en 1969, alors le Béquet a fait remarquer que son usine s'enfonçait de 50 cm par an dans la mer. Ce qui n'était pas vrai parce que c'était sur du tuf. Alors, il a fermé son usine en 1969. J'étais venu ici accompagner les grévistes qui ne voulaient pas la fermeture de cette usine. Et puis, bon, ça continue. La Martinique comptait quand même environ 15 sucreries à l'époque. Et maintenant, il n'y a qu'un quart de sucreries, celle de Galion. Et puis, ensuite, comme Womri, pour les distilleries. Alors, il y avait également une trentaine de distilleries quand j'étais jeune. Maintenant, il reste environ une dizaine de distilleries, dont la plus importante est celle de Rivière-Pilote. Ouais. Oui. Ensuite, bon, je crois que la canne, pour travailler la canne, il y avait des ouvriers de la canne qu'on appelait des ouvriers de Tibonne. Je t'ai fait Tibonne. Mais il y avait beaucoup de chevaux et de mulets pour transporter la canne, surtout à enfin, dans les champs. Et puis, on s'en servait aussi pour des cérémonies, le cheval par exemple. Mais les mulets, c'était pour transporter. Alors, il fallait ce qu'on disait, les ferrer, mettre le fer. Et puis, j'ai appris ça avec mon père. J'avais appris à ferrer les chevaux. Oui. Les selles, tout ça. Il y avait des travailleurs, des ouvriers qui produisaient des selles pour les chevaux et des battets aussi pour les mulets. Des battets pour transporter la canne. Bon, mais ensuite, alors, on peut parler oui, on était toujours au métier. Les petits métiers. Il y avait Tibonne Grand Fond, Tibonne dans les champs de canne. C'était des gens qui s'occupaient d'entretenir la canne, de planter, d'entretenir, de semer un peu d'engrais de temps en temps, et puis de nettoyer les cannes. Il faut nettoyer les pailles, surtout pour faire des têtes de paille pour les maisons que l'on recouvrait de paille de canne à l'époque. Maisons en palissade et ensuite recouvertes de paille de canne. Et attention, c'était assez étanche, mais chaque année, il fallait recommencer. Ouais. J'ai un souvenir. Oui, alors de là, et puis on utilisait, il y avait des ouvriers pour ça. Il y avait des ouvriers, on recouvrait les palissades avec une préparation de caca-bœuf, ou chauffé, et puis de la cendre, du sable, tout ça on faisait. Et puis les maisons, bon, c'était comme ça. Et puis c'est à partir, après la départementalisation, qu'on a commencé à avoir des maisons en dur, recouvertes de tôle. Ouais. Ensuite, alors revenons un peu en arrière, pour le marin par exemple. Vous permettez? Oui. Oui. Alors le marin a été fondé, la paroisse du marin a été fondée en 1660. C'était sur la plage Joffre. Et puis l'église a été construite quelques années après. Ouais. Et ici, comme la France était souvent en guerre avec l'Angleterre, eh bien, ici, sur ce plateau du fort, on l'appelle le fort
parce que c'était effectivement un fort de guerre. Le Marais était une ville de guerre. Alors, le fort, il y avait des canons là pour bloquer les Anglais qui passaient là-bas, devant la baie du Marais. Ensuite, à Dunkerque, à Sainte-Anne, et puis là-bas, là, comment ça s'appelle encore? Ouais, la Pointe-Borgnesse. La Pointe-Borgnesse aussi, on les bloquait là. On les bloquait. Alors, le Marais, donc le fort a été pour ça. Là-bas, derrière, là, il y avait une citerne. Il y avait une citerne, il y avait des mapous, là, il y avait des bagnans, des figuiers maudits. Bagnan, on appelle ça bagnan. Alors, un beau jour, monsieur Léon Gusto, Soudo, qui conduisait des tracteurs à câble, il travaillait avec des tracteurs, il a aplani le fort. Il a aplani le fort, j'étais jeune, il a aplani le fort. Ensuite, il a aplani en bas de l'église là, où se trouve actuellement la salle partiale. La salle partiale en bas, il a aplani et puis on a construit, c'était le cinéma pour nous de M. Firmé. Firmé qui animait, Firmé Calcul qui animait le cinéma. Et il prenait, parfois il s'endormait. Hein. Firmé levé, film arrêté. Alors, et il se réveillait, il branchait, il mettait l'autre bonne quoi. Justement, ça pour la tête mais pourquoi salle paroissiale? Non, alors il y a la salle paroissiale à côté de l'église, il y a la salle paroissiale. Mais en bas aussi, on avait fait ça, c'était devenu un cinéma. Mais je ne sais pas pourquoi, on s'en servait aussi. C'était à l'église, hein, je crois. C'était à l'église. Ça appartenait à l'église. Alors, il y avait le cimetière, il y a le cimetière là toujours. Il y avait un panneau qui indiquait que le cimetière avait été construit en 1888. Et puis, on a enlevé le panneau, ce n'est plus là. Mais l'église est là, de temps en temps, on fait des interventions, on l'améliore, on corrige, etc. Et le Marais est une commune très importante dans le sud, puisque Sainte-Anne était collée avec le Marais. Il n'y avait pas Sainte-Anne. Hein. Il n'y avait pas Sainte-Anne. On est revenu Sainte-Anne en 1872. En 1872, on a fondé Sainte-Anne. Robert, c'était un temps qui était difficile, puisqu'il y avait l'embargo. On ne pouvait pas, avec l'amiral Robert, on ne pouvait pas transporter des marchandises, puisque les Allemands traversaient l'Atlantique et coulaient les bateaux, très souvent. Si bien que la France, à un moment donné, avait son trésor d'or, alors a été chargé sur le bateau Émile Bertin. Émile Bertin est entré à grande vitesse ici en Martinique pour déposer l'or au Fort Saint-Louis et amener ça par un souterrain à Dezé, parce qu'il y a un souterrain là. Et Émile Bertin, en arrivant là, moi j'ai vu les canons, puisqu'il y avait des canons à Tartanson, de la grosse Bertha, de gros canons, qui lançaient jusqu'à 30 km pour bloquer les bateaux allemands. Et puis l'or est resté là, et puis cet or est reparti sans que nous sachions ce que la France en a fait avec. Enfin, de toute façon, elle a repris son or. Oui. Tu as parlé de M. Châtelain. Avant lui, il y avait les Duquesnay, si bien qu'il y avait le député maire Osman Duquesnay, dont la statue se trouve sur la place. Oui. Là. Alors, ensuite, M. Châtelain était de Sainte-Marie. Et il travaillait à l'usine du Marin. Il était économe, une histoire comme ça, mais il était un fonctionnaire à l'usine du Marin. Directeur de l'usine du Marin. M. Châtelain est devenu maire en 1924. Si bien que... Et il a laissé... Bonawe venu en 1946. Et en 1946, il est venu et il est devenu maire. Et Châtelain, c'est lui qui a signé mon acte de naissance, bien sûr. Ouais. Et j'habitais près de chez lui. Enfin, il habitait en haut de chez moi là. Et il était, en quelque sorte, il aimait l'agriculture. Il produisait du café, du cacao, des cannelles. Et il avait beaucoup d'animaux pour sa consommation personnelle.
Ouais, il avait tout ça là, en haut du monde. Et où maintenant c'est les Gervais qui se trouvent là. Eh bien, il avait une grande propriété achetée des mains de Firmin. Firmin, c'était le père de Madame André Bod. André Bod, vous avez entendu parler de André Bod qui nous vendait les cahiers, les livres, tout ça, crayons, bic. Il n'y avait même pas de bic à l'époque. Crayon, porte-plume. Il n'y avait pas, ouais. Alors, les cahiers, carnets, tout ça. Et règles, c'est ce qu'il vendait là, très souvent. Des pourpris ou quelqu'un mis ses bonnes. Et puis, anti 5 francs, anti 10 francs, quoi, ni matériel. Alors, voilà. Alors, c'est pour parler. Ensuite, Bonao est resté maire jusqu'à l'avènement de Néris et Charon. Et puis, Bonao était un commerçant. Il habitait surtout à Fort-de-France, près de la cathédrale. Il avait un magasin là, et voilà. Mais il habitait aussi à Montgérald. Ouais, sur sa propriété, sa maison s'appelle encore le Cher-Abri. Ouais, le Cher-Abri. Je ne sais pas s'il a eu une femme, hein, je ne me rappelle pas. Mais je ne me rappelle pas. Mais il habitait au Cher-Abri. D'abord, il était un gars très sympa. Ensuite, et puis les Charrons habitaient en face, puisque les Charrons habitaient en face, la belle maison qu'on a réparée, qu'on a entretenue là en face, elle est très belle, cette maison-là. C'est à garder, à conserver. Bon, alors, et puis M. Bonao, entre-temps, est parti, il a laissé pour Néris. Raymond Néris et Charron, et Raymond Néris était professeur d'anglais. Il s'habillait toujours en blanc, hein, c'est un grand monsieur. Oui. Il s'habillait en blanc. Il était sévère, hein. Il rigolait pas en anglais. Hein. Oui, j'ai appris l'anglais avec ce monsieur-là, mais il ne rigolait pas. Bon, oui. Très bien. Si bien que maintenant, l'anglais que j'ai reçu de lui, je l'utilise partout où l'on ne parle pas français, ni créole. Alors, ici, c'est créole, on va parler bayo. Oui. Et puis, les autres côtés, c'est pour pas parler anglais. Bien, merci, monsieur Christophe. Et comme boulanger, pour rappeler, il y avait chez M. Dru, en face de l'ancienne gendarmerie. Il y avait M. Dagobert. Il y avait M. Mathieu. Il y avait... M. Martin. Oui, M. Osé Lafontaine. Et puis, ailleurs, Duclos, chez les Duclos, à la croisée Duclos. Et puis, ou encore, Ako travaillait chez Dru. Alors, ma cabane Vétis Nicolas. Ma cabane hein? Et Vétis Nicolas. Nicolas. Anti-blague en les bails, alors, il tenait un bouquet de crié au marais, il croit qu'il y a 6 cylindres. Mais dans le nord, il croit qu'il y a Joule. Monsieur, vous savez ça? Yoso. Alors, Joule, là, il veut au marais, c'était pour blague, hein? Parce que quand il rigolait, les fois là, c'était Dick Domal. Alors, il a bien blague. Il dit, nous, un jour, je suis sorti prêcher, et je vais au marais, je fais comme ça qu'il écrit. Je vais descendre là, regarde, tout le Victor, je n'ai pas ni pain, parce que je n'ai pas ni. Je vais arriver pour que M. Dria, je vais voir, il y a un pain là, un seul pain. Alors, les mois, je me dis, peut-être, je vais manger au soya. Et il allait pour pain, au moment où il est tourné tête, il a l'argent d'Amérique. Au voleur, il a au voleur. Maman, si il mettait un bal en descendant, traverser devant M. Bodda, passer par l'école des garçons, descendre dans l'église là, passer par en bas. Il arrivé en Manglan là, il voit un homme qui descend toujours au voleur. Il dit pétard, il mettait en travers bouche et puis il la nager. Là, il arrive là, il caresse ses boucles là, et puis lampe de poche qui a clairé, qui a cherché, il mangeait pain. Alors, on parle un peu du bourg. Oui, alors dis-moi pour l'école. Je voudrais qu'on parle un petit peu des écoles. Alors, l'école des garçons, c'est Châtelain qui a fait construire ce bâtiment en bas. A été construit autour de 1936 par là. Et puis, c'était l'école des garçons, puisque l'école de filles était là-bas, là, où se trouve le centre de Placoli. Il n'y avait pas... L'école de filles ici a été construite par Gérard Joseph vers
1957-58 par là, l'école de filles là. L'école du Pérou, c'est pareil, 1957-58. Et puis, il n'y avait pas encore, le marin arrivait juste ici, là, et puis en bas. Alors, lui, l'école. Alors, moi, j'ai été en classe avec M. Brassan Henri, au cours préparatoire. Mais je savais lire déjà avec le petit Toto Lili. Je savais lire. Je ne savais pas, j'étais en section 14, j'ai appris à lire depuis là. Et puis avec M. Brasson, c'est débrouillé. Après, je me suis trouvé chez M. Raphaël Marville. Oh, Marville, entre-temps, il est allé, c'était un cyclone doc, je crois, au Charon. Et avec les Charons, un docteur, il y avait le docteur Charon. 3 frères. Et puis Marville Battier, et puis eux. Ils sont partis. On ne les a jamais retrouvés. Terminé. En 1951, ils ont disparu. Ça m'a fait de la peine puisque monsieur m'a enseigné comme... Ensuite, j'ai eu monsieur Donatien, Fernand Donatien, au cours élémentaire 2, Jean Maran, au cours moyen 1. Jean Maran, il bastonnait les enfants. Hein. En français, maman, papa, maman, pas, il cabré. Là, fini. Vous tenez Chanvert. J'ai été en classe avec André Chanvert. Ensuite, j'ai été en classe avec monsieur Placoli. Et puis après, Charles Nicolas, le père du docteur Charles Nicolas. Il nous a préparé au certificat d'études brillamment. Et puis après, j'ai fait le cours complémentaire, j'ai fait tout ça. Et puis voilà quoi. Mais l'école, il y a une annexe. Léandre, quelle école, oui. Quelle classe était préparée justement à l'école des garçons? À un moment, tu m'as parlé du collège, oui. Qui n'est pas, qui correspondait au collège Gérard Café, mais qui n'est pas le collège Gérard Café qu'on connaît maintenant. Oui, alors, j'ai connu Gérard Café. Hein. Oui. Il est décédé d'une congestion. J'avais 7 ou 8 ans. D'une congestion, il était costaud. Hein. C'était le père à Mme Café là. Et puis également, mon coiffé Félix Fortuné, ses garçons aussi. Et puis il avait une fille aussi là. Et puis, mais de là, Gérard avait décédé. Des étages, est devenu directeur d'école primaire. Et puis ensuite, Néris, qui était plus débrouillard que lui, le soutenait, quoi, l'accompagnait, l'aidait dans sa tâche, et dans ses tâches plutôt. Et entre-temps, on a construit. Je devais passer mon brevet depuis 1959. 59, j'ai raté. Pourquoi? Il y avait un monsieur du nom du Lamenté qui a construit l'annexe en angle droit derrière. Ça faisait tellement de bruit, les machines. Ça m'a bloqué, je n'ai pas pu suivre les cours. Et ma classe était à côté. Et ça m'a bloqué, ce n'est qu'après, dans une classe de 3e spécialisée, que j'ai pu passer, et puis voilà. Et M. Bonao m'a appelé, et puis voilà. Bon. Alors, voilà donc pour le marin, pour tenir comme enseignant. Donatien s'était trouvé après professeur de musique en cours complémentaire. Rosiette Zizi, maman Boukta Patekagol en maths. Ouais, Zizi était là. Rousselin, Charles Nicolas aussi. Rousselin, qui est encore? Lise Lapicone. Un Fidol, tout ça. C'était trouvé là. Et puis, il m'a tenu un petit maman là, au cours préparatoire. C'est qu'il y avait les enfants d'instituteurs qui pouvaient plus facilement aller au lycée Chelcher. Et des enfants de la campagne étaient, une fois qu'ils avaient passé le certificat d'études, très souvent, ils allaient à des concours de PTT, de douane, ils entraient ils s'engageaient militairement parlant. Et puis, ils partaient. Et puis, infirmiers aussi. Ouais, c'était le Bumidum. Eh bien, beaucoup sont partis comme ça par le Bumidum. Et ont fait leur vie en France. Les enfants sont nés en France aussi. Mais très souvent, les enfants qui sont nés en France, pour eux, la Martinique, c'est comme l'Afrique. Et ils n'aiment pas revenir. Ils n'aiment pas revenir ici, au pays. Ils n'aiment pas revenir. Ils restent là-bas, puisqu'ils sont nés là-bas. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont pareils, qui sont là-bas. Et puis voilà. Effectivement, alors, derrière là, il y avait un bâtiment en Bois du Nord
ouais, avec un tribunal, un bureau, tout ça. Et il y avait M. Mondor, ouais, au bureau. M. Daniel Joseph Mérélix, ouais, et M. Beauclé. Il y avait M. Rémy aussi, mais il est mort très jeune. Hein? Ouais, Rémy de Bois-Gade, là. Il est mort très jeune. Et puis voilà, on jugeait. Si bien que les petites contraventions, par exemple moi, j'ai une petite contravention de mobilette. J'ai été jugé ici, mais j'ai jamais payé cette contravention. ouais. Bon, ben voilà, c'était comme ça. Ouais. Il y avait les ouvriers de service des eaux qui mettaient leur moto sous la cave, mais c'était dans les années 1954-55, puisque l'eau est arrivée, l'eau de Saint-Joseph est passée du Vauquin Marcel, et on a construit un tunnel au Cap et pour faire venir l'eau ici, au Marin. Mais autrefois, c'était à Bois-Gade. Qui avait une citerne, enfin elle est toujours là, hein, une citerne et l'eau pour le bout venait de là. Et puis on avait quelques fontaines, Kaï Dari, d'autre côté encore, et puis les Japonais. Mais beaucoup de personnes au Marais avaient des citernes aussi, hein. Ouais, les Baudins, tout ça avaient leurs citernes. Et puis voilà pour l'eau. L'électricité arrivait seulement chez Mademoiselle Aimée, ouais, là-haut dans le rond-point de Sainte-Anne. L'électricité près de l'usine du Marin, mais il n'y avait pas d'électrification pour le reste des quartiers, pour les quartiers. Merci. Pour tout ça. Merci Léon. Ouais. J'ai une centaine de vinyles chez moi et également des diapos, beaucoup de diapos qui sont des diapositives anciennes qui sont là. Passer